impossible d'y échapper. Cette nourriture abondante, trop sucrée, pleine de mauvais gras, nous cerne. Elle est partout. Et depuis des décennies, le corps encaisse mal ces nouvelles habitudes alimentaires. Mais qu'en est-il du cerveau? Notre santé mentale, nos humeurs et nos capacités cérébrales sont-elles aussi à la merci d'un mauvais coup de fourchette? We know that junk food is making us fat, but science is telling us now that it might also be shrinking our brains. Attachez vos serviettes, les scientifiques passent à table. Diets that are high in fat and sugar in the long term lead to changes in part of the brain involved in memory. C'est un domaine de recherche récent, une science neuve qui met au jour une nouvelle facette de la nutrition. Habitual intake of foods high in fat and sugar results in a reprogramming of the brain. Ce qui vous passe par la tête dépend aussi de ce que vous mettez dans votre assiette. Tout commence dès les premiers repas, avant même la naissance. Le cerveau se construit pendant la grossesse. Son fonctionnement plus tard dépend de la manière dont il aura été nourri et de ce que la mère aura avalé pendant 9 mois. Les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé de l'enfant pendant la gestation sont connues depuis longtemps. Mais en Australie, ce sont les répercussions sur le fonctionnement du cerveau qui préoccupent les scientifiques aujourd'hui. Phyllis Jacka, professeure à l'université de Melbourne, est l'une des meilleures spécialistes du lien entre nutrition et cerveau. Elle a examiné le comportement de milliers d'enfants après avoir suivi les habitudes alimentaires de leur mère au cours d'une vaste étude qui incluait 23 000 femmes enceintes. We measured their intake of junk and processed foods, we measured their intake of the healthful foods, foods with lots of fibre and nutrients, etc. And then we looked at the emotional health of their children over the first few years of life, from 18 months to 5 years. Of course, taking into account things such as education, income, the mother's mental health, parenting practices, these sorts of things. And what we saw very clearly was that mothers who ate more junk and processed foods, so sweet drinks and salty snacks and, cakes, biscuits during their pregnancy, their children had more of these behaviours such as aggression and anger and tantrums. Cette corrélation inquiétante suggère que l'alimentation de la mère impacte la santé psychique de l'enfant. Cela reste à démontrer sur le plan biologique. En tout cas, Phyllis Jacka, elle, en est convaincue. So what we also saw in this large Norwegian study is that the children's diets seem to be important as well, independent of what mum ate. If children were eating too much junk and processed foods and or not enough of the healthful foods, they had more of these anger and aggressive type behaviours, but also sadness, anxiety, worry, nightmares. Depuis, les conclusions du professeur Jacka ont été confirmées par des études menées en Espagne, aux Pays-Bas et au Canada. Il existe un lien entre la qualité de l'alimentation et les problèmes d'humeur chez les enfants. Mais quelle en est la nature ? De quelle façon la nourriture vient-elle interférer avec le fonctionnement des neurones? Les excès de gras et de sucre sont désormais dans le collimateur des scientifiques qui travaillent sur le cerveau. Les excès, mais aussi les carences. La nourriture transformée, la junk food souvent vide de nutriments, n'apporte pas tout ce dont le corps et surtout les neurones ont besoin. Dans ce laboratoire de l'Université de Bordeaux, les scientifiques étudient les conséquences des carences alimentaires sur le cerveau des souris. Cette expérience sert à mesurer l'anxiété. L'animal a le choix: explorer la partie éclairée
ou bien se terrer dans l'ombre. Une souris normale prend toujours le temps d'examiner la zone éclairée. Mais celle-ci a été privée d'oméga 3 pendant sa croissance. Les oméga 3, c'est ce bon gras surtout connu pour ses bienfaits sur le cœur et les artères. Au lieu d'explorer l'environnement, la souris se réfugie dans un recoin sombre pour ne plus en sortir. Elle est stressée, angoissée. L'expérience a été reproduite de nombreuses fois sur des dizaines de souris. Pour les chercheurs, cet étrange comportement s'explique simplement. Sans oméga 3 pour se construire, le cerveau ne fonctionne pas normalement, car notre matière grise est à 90% composée de graisse qu'il ne sait pas fabriquer lui-même. Le cerveau, c'est l'organe après le tissu adipeux le plus riche en acides gras polyinsaturés, qu'on appelle aussi oméga 3. Donc ces oméga 3, ils sont indispensables, c'est-à-dire que comme l'organisme ne peut pas les fabriquer, il faut qu'on les mange, donc on va les trouver dans l'alimentation. Les poissons gras, les abats, les huiles végétales, les graines comme les noix ou les amandes ont longtemps été les principales sources d'oméga 3 pour l'homme. Des aliments qui se sont raréfiés dans la cuisine des pays industrialisés. Alors, Sophie Layet a voulu aller plus loin et comprendre ce qui cloche dans le cerveau de ces souris anxieuses qu'on a privées d'oméga 3. Elle a examiné leurs neurones de très près. Et sous le microscope, des anomalies apparaissent clairement. Ici, les neurones ont une arborisation, c'est-à-dire tous ces prolongements qui est réduite en situation de carence alimentaire en oméga 3. À un niveau plus précis, on voit que la connexion entre les neurones qui est représentée par ces petites protubérances, ces synapses, sont également diminuées et ceci traduit qu'il y a un impact sur la connectivité entre les neurones dans le cerveau de ces souris carencées en oméga 3. Sans oméga 3 pour se développer, les neurones auraient donc du mal à communiquer entre eux car la structure même des cellules est modifiée. Les oméga 3 que l'on consomme vont rentrer dans le cerveau et s'incorporer dans les membranes des neurones. Et lorsqu'ils s'incorporent, ils vont donner une flexibilité à cette membrane des neurones plus importante et permettre une meilleure connexion de ces neurones entre eux. La quantité d'oméga 3 qui pénètre dans le cerveau est cruciale pour rendre les cellules cérébrales plus efficaces. Car lorsque ces acides gras s'incorporent aux membranes, ils en améliorent les propriétés électriques. Dans les neurones riches en oméga 3, le signal se propage plus vite. Le réseau est plus efficace. Priver le cerveau d'oméga 3, c'est donc prendre le risque qu'il fonctionne moins bien. La population générale est carencée en oméga 3. On a des apports insuffisants en oméga 3. Donc c'est important d'y veiller, de faire attention, surtout dans les périodes particulières, comme la période développementale, qui est cette période où les oméga 3 s'incorporent massivement dans le cerveau. Également l'adolescence, puisque l'adolescence est une période particulière de changement alimentaire. Et puis également au cours du vieillissement, où l'incorporation dans le cerveau des oméga 3 a tendance à être moins efficace. Donc il faut augmenter la prise d'oméga 3. Première règle pour qu'un cerveau tourne à plein régime donc, éviter les carences. Mais encore faut-il que les bons nutriments soient accessibles, qu'une alimentation variée soit disponible. Que se passe-t-il pour les neurones quand les repas sont pauvres et surtout toujours les mêmes? Le grand hamster qui a longtemps prospéré ici dans la plaine d'Alsace en fait aujourd'hui la douloureuse expérience. Depuis les années 60, on observe un déclin de cette population de hamsters qui est au bord de l'extinction aujourd'hui. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est une augmentation de la surface agricole cultivée en maïs. Carolina Bolt s'est donc demandé si l'effondrement de la population était lié à la surabondance soudaine de maïs. Elle a donc fait une expérience de laboratoire en nourrissant le hamster exclusivement avec cette céréale. On a observé pendant la reproduction des troubles du comportement chez les femelles, qui se traduisaient par
une hyperagressivité, une hypersensibilité dès qu'il y avait un bruit dans la pièce. Et surtout, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que ces femelles ont dévoré leurs petits dès le premier jour après leur naissance. Et ce comportement a été observé chez plus de 80% des femelles. Un piètre régime alimentaire suffit donc à faire glisser le hamster dans une folie meurtrière. En cause, une simple vitamine. C'est une carence en vitamine B3 qui est à l'origine de ce comportement anormal, puisque lorsque nous les avons supplémentées en vitamine B3 en plus de leur régime à base de maïs, elles ont retrouvé un comportement tout à fait normal et elles se sont mises à allaiter leurs petits, à les élever comme des femelles nourries avec un régime diversifié. La mésaventure du hamster a quelque chose d'inquiétant. Un régime carencé, déséquilibré, pourrait-il déclencher chez nous aussi de l'agressivité, des réactions violentes? Les archives de la dernière guerre en Hollande ont fourni aux scientifiques l'occasion d'étudier cette question. À l'époque, les privations alimentaires ont eu de lourdes conséquences sur les comportements de toute une génération. In Nederland, gedurende de Tweede Wereldoorlog, is er een periode van honger geweest. En er werden toen kinderen geboren uit moeders die op dat moment honger hadden. Die kinderen bleken later, de jongetjes, toen ze 18, 19 jaar waren, bleken ze veel vaker dan hun leeftijdsgenootjes uit andere periodes een antisociale persoonlijkheidsstoornis te hebben. Impulsivité, agressivité et violation récurrente de la loi. Cette génération a été particulièrement marquée. Depuis, de nombreux travaux établissent un lien entre violence et qualité de l'alimentation au quotidien. Abs Alberg est docteur en psychologie et conseiller politique au ministère de la Justice. Sa spécialité, nutrition et criminalité. Il est convaincu qu'enrichir la nourriture en vitamines, acides gras et minéraux peut réduire l'agressivité. Difficile de tester cette hypothèse dans la vraie vie, car beaucoup de facteurs et de circonstances peuvent influencer nos comportements, nos pulsions. Afin d'étudier l'alimentation dans un contexte quasi idéal, sans l'influence de nombreux paramètres, il a choisi la prison. Abs Alberg a donc lancé une expérience pour laquelle 221 détenus se sont portés volontaires. In Nederland hebben we uitgevoerd ook bij jongvolwassen gedetineerden in 8 verschillende gevangenissen. Die hebben we gedurende 3 maanden extra vitaminen en mineralen en vetzuren gegeven. En toen hebben we gekeken wat het effect op hun gedrag was. Die op 2 manieren gemeten bij onze gedetineerden. Op de eerste plaats door ze te vragen en het personeel te vragen. Hoe agressief ze waren of hoe agressief ze zich voelden als we het aan hun vroegen. En we hebben gekeken naar het aantal incidenten wat ze veroorzaakten. Incidenten waarvoor ze een straf kregen, bijvoorbeeld een plaatsing in een strafcel. En het bleek dat met name die plaatsingen in strafcellen, dat was flink afgenomen. Hier in Zuiderbos krijgen de gedetineerden ingrediënten. Dans le groupe de détenus dont les repas ont été améliorés, le nombre d'incidents a été réduit d'1 tiers. Des études équivalentes menées dans les prisons britanniques et australiennes arrivent à la même conclusion. Minéraux, oméga 3 et vitamines ajoutées comme compléments alimentaires réduisent les comportements violents. De volgende stap is kijken of wat er nu gevonden is in de wetenschap ook in de praktijk toegepast kan worden. We gaan dat in het gevangeniswezen de komende tijd testen in een aantal pilots om te kijken of voedingsinterventies ook gebruikt kunnen worden in de reguliere behandeling van agressie. Ce que nous ingérons a donc le pouvoir de changer nos humeurs, de stimuler certaines pulsions. Mais le contenu de l'assiette pourrait-il aussi influencer nos décisions? Celles que nous croyons prendre le plus librement du monde?
Also wenn Menschen gefragt werden, ob sie glauben, dass die Ernährung und das, was sie essen, einen Einfluss auf ihre Gesundheit haben, dann beantworten mal die meisten Leute ja. Wobei, wenn sie gefragt werden, ob sie sich vorstellen können, dass die Ernährung auch ihre Gedanken und ihre Entscheidung beeinflussen können, das können sich viele Leute nicht vorstellen. Pourtant, dans le très sérieux Institut de psychologie de l'Université de Lübeck, en Allemagne, le professeur So-Young Park en a, pour la première fois, apporté la preuve. Ses travaux ont révélé le mécanisme par lequel la nourriture pouvait influencer nos pensées. Et pour cela, la chercheuse a élaboré une expérience plutôt originale. Imaginez que vous deviez résoudre le dilemme suivant. L'argent posé sur la table est à partager en 2 sommes. Mais c'est votre partenaire de jeu, un inconnu, qui décide de la répartition. Je te donne les 2 € et j'en garde 8 pour moi. Si vous acceptez cette offre injuste, vous repartez avec un peu d'argent, mais beaucoup moins que lui. Si vous refusez, personne ne gagne rien. Alors, que feriez-vous ? Vous acceptez l'offre et prenez les 2 €, quitte à vous sentir floué, ou vous refusez et vous repartez les poches vides, mais gardez la tête haute. Eh bien, il s'avère que prendre ou ne pas prendre l'argent dépend d'une condition surprenante, ce que vous venez d'avaler. Das Essen auf dem Tisch haben wir für dich vorbereitet. Ich gebe dir jetzt genügend Zeit, es in Ruhe aufzuessen. Ich bitte dich, es auch komplett aufzuessen. Ich werde später nochmal vorbeikommen und dann fangen wir die Verhaltensuntersuchung an. Guten Appetit. In dieser Studie haben wir 24 Probanden untersucht, die zweimal ins Labor gekommen sind und unterschiedliche Frühstück zu sich genommen haben. Und was wir feststellen konnten, ist, dass eine und die gleiche Person hat ganz andere Entscheidungen gezeigt, abhängig von dem, was die Person an dem Morgen gegessen hat. Pour le cobaye, les 2 petits déjeuners ont l'air identiques. En réalité, l'un est beaucoup plus protéiné que l'autre. La proportion de protéines par rapport au sucre est le seul paramètre qui change. Quelques heures après le repas, le cobaye passe alors plusieurs tests sur un ordinateur. Aujourd'hui, il a tendance à accepter l'offre. Son intérêt l'emporte sur son agacement. Il partira avec un peu d'argent en poche. La semaine passée, il avait surtout refusé et n'avait presque rien gagné. Und wenn die Probanden an dem Morgen mehr Proteingehalt in ihrem Frühstück hatten, dann haben sie auch toleranter auf ein unfaires Angebot reagiert. Wobei, wenn sie mehr Kohlenhydrate im Frühstück hatten, dann haben sie sensibler auf die unfairen Angebote reagiert. En moyenne, le sujet, quand il a eu peu de protéines, rejette les offres injustes 2 fois plus souvent. Mais comment expliquer un résultat aussi surprenant ? Pour comprendre et apporter une preuve biologique à cette observation, les scientifiques ont procédé à des analyses sanguines. Wir werden das Blut gleich ins Labor schicken und die analysieren das dann halt auf hormonelle Bestandteile und Aminosäuren. Vor allem bei den Hormonen Insulin, Cortisol, Adrenalin, ACTH und bei den Aminosäuren vor allem Tryptophan und Tyrosin. Dans cette liste, le plus important, c'est la tyrosine. C'est un acide aminé qui entre dans la composition d'une protéine très importante pour le fonctionnement du cerveau, la dopamine. Cette molécule assure la communication entre les neurones, impliqués dans la motivation et la prise de risque. Les résultats des analyses montrent que les sujets qui présentent un taux plus élevé de tyrosine dans le sang sont ceux qui acceptent plus facilement l'offre inéquitable.
Und was wir vermuten ist, dass diese Plasmatyrosin einen Anstieg in Hirndopamin verursacht hat, was dann zu verändertem Verhalten geführt hat. Autrement dit, en quelques heures, ce que nous mangeons modifierait subtilement la chimie du cerveau et donc la communication entre les neurones, suffisamment pour orienter certaines de nos décisions. À l'Institut de psychologie de Lübeck, les expériences se poursuivent pour confirmer ce résultat, car il s'agit d'une première et les implications sont nombreuses. Wenn man bedenkt, dass man dreimal am Tag isst und das jeden Tag, dann ist eigentlich diese Kraft, was Ernährung hat, um uns zu verändern oder um uns zu formen, enorm. Und das sollte uns auf jeden Fall auch zu bedenken geben, wenn es darum geht, wie wir Ernährung nutzen können, um unser Wohlbefinden zu fördern oder auch uns zu optimieren geistig. Entre les carences alimentaires qui ramollissent le cerveau, perturbent les humeurs, et le menu qui interfère avec les décisions du quotidien, il est de plus en plus clair que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans notre vie psychique. Mais qu'en est-il alors de la malbouffe, dégoulinante de sucre et de mauvaise graisse? Qu'arriverait-il si nous ne mangions plus que cela? C'est l'objet des recherches menées ici en Australie, à l'Université de Sydney. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe. Celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-foods bon marché. Our experiments use a range of Western foods of the type eaten by all of us. So we feed our rats meat pies, chips, cakes and biscuits, the sorts of foods that are readily available and cheap. So we are modelling the Western world. Première conséquence, le rat double ses rations alimentaires. L'animal n'est jamais rassasié. Mais ce n'est pas le plus surprenant. One of our chief interests is the impact of this diet on the animal's memory. And we can measure this easily in the rat using a task known as the novel object and novel place task. Pour ce test, la chercheuse place des objets dans l'environnement d'un rat. Celui-ci vient immédiatement les examiner, car les rongeurs sont très curieux par nature. Une fois que l'animal a terminé son exploration et mémorisé son environnement, il est momentanément mis à l'écart. We then place the animal in the arena with one object that's been shifted. À son retour, le rat passe plus de temps à examiner l'objet qui a changé de place, car l'autre, il le connaît déjà. Il est gravé dans sa mémoire. Les rats suralimentés, eux, se comportent différemment. What we observed is the animals eating a high-fat diet or a high-sugar diet or the combined high-fat, high-sugar foods were less able to recognise, to remember that that object had moved. They explored the two objects about the same. That shows an impairment of their spatial memory. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée, mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une petite région nichée au cœur du cerveau,
indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. Et les dernières études montrent que, chez l'homme, une alimentation trop riche interfère aussi avec l'hippocampe. We see, for example, that the quality of people's diets is related to the size of their hippocampus, to the size of their grey and white matter volume, and there's starting to be intervention studies. So, for example, we see that only 4 days on junk food type diet will have an impact on cognitive functions that are related to the hippocampus. You order Coke. It tastes good. You didn't care if it was a Coke. You just wanted I wanted a Coke. I like the taste. Oh! Can I get some fries with that? Notre mémoire, nos capacités intellectuelles, sont-elles vraiment menacées par nos nouvelles habitudes alimentaires? Il est encore trop tôt pour être catégorique. Mais les indices s'accumulent et inquiètent les scientifiques. Margaret Morris cherche désormais à comprendre comment une nourriture trop riche perturbe le cerveau de ces rats au point d'en affecter l'efficacité. Une hypothèse est en train de s'imposer. Manger trop de gras, trop de sucre déclenche une réaction inflammatoire et celle-ci se propagerait aux neurones. So, in response to these foods, there's a general inflammatory response all around the body. This has been well described in obesity, but it now appears to be quite an acute response as well. And what we find is that inflammatory molecules such as cytokines are increased in response to the diet. Une alimentation trop riche déboussole le système immunitaire. Il s'affole et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier dans les tissus graisseux. Nos masses grasses libèrent des molécules qui propagent ensuite cette inflammation dans tout le corps. On pensait les neurones épargnés par le phénomène, bien à l'abri derrière la barrière hémato-encéphalique. Cette membrane, qui entoure les vaisseaux sanguins et normalement protège le cerveau. So there's increased inflammation in the whole of the body, and we think that this may spread to the brain. That's because the blood-brain barrier, which normally protects the brain from inflammatory molecules, may be impaired, in fact, by the diet and become leaky, allowing traffic of molecules into the brain. Importantly, we've seen changes in inflammatory molecules within the brain of our animals in response to the diet, and these correlate with the memory loss. L'inflammation qui s'infiltre dans les méninges déclencherait alors un phénomène particulièrement surprenant. Dans son laboratoire, Sophie Layet vient de montrer chez des souris suralimentées que certaines cellules immunitaires du cerveau, les cellules microgliales, se mettent à dévorer les neurones. Ces cellules microgliales au sein du cerveau sont importantes parce qu'elles peuvent manger, grignoter les neurones qui sont morts. Or, lorsqu'elles sont dérégulées, et en particulier en situation de nutrition déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones qui sont vivants. Et donc, de fait, en consommant de façon excessive ces neurones, finalement, elles vont détruire, ou en tout cas participer à la destruction des réseaux neuronaux et de neurones qui sont vivants et qui devraient être fonctionnels. La réaction des cellules microgliales a été filmée in vitro. Ce sont elles que l'on voit s'agiter sur ces images. En rouge apparaissent les fragments de neurones qu'elles ingurgitent. Chez une souris obèse, l'activité devient frénétique. Ce phénomène, au cœur des neurones, est aujourd'hui suspecté de nuire significativement au bon fonctionnement du cerveau. We've been saying to people for 30 years, don't eat these foods, you might have a heart attack, you might get cancer and diabetes. It hasn't worked to change people's behaviour. We hope that if people understand
that what they put in their mouth is actually really essential to the health of their brain and that of their children, that might have a more profound impact on people's dietary choices. Prendre conscience que certaines habitudes alimentaires nuisent au cerveau est une chose. Mais comment résister aux tentations? Les envies sont souvent les plus fortes. La malbouffe, surtout le sucre, le glucose, nous pousse sans cesse sur la mauvaise pente. Le sucre, accusé de manipulation, de mener nos neurones par le bout du nez. Microscope, mini-manipulateur et enregistreur ultrasensible. Xavier Fioramenti est aux commandes d'une machine capable d'enregistrer l'activité électrique d'un seul neurone. Le principe est simple. Une tranche de cerveau de souris baigne dans un liquide qui le maintient en vie. Et méticuleusement, le chercheur approche une électrode. L'opération est particulièrement délicate. Ici, je descends la pipette dans la tranche de cerveau. Et maintenant, on va approcher cette pipette d'enregistrement à proximité du neurone jusqu'à établir un contact. Et ici, voilà. Ça y est, on a établi un contact et maintenant, on va pouvoir mesurer l'activité électrique du neurone. Les pics vers le haut que l'on voit sont des potentiels d'action. C'est de cette manière que les neurones codent l'information dans le cerveau. Le temps qui s'écoule entre chaque pic constitue le message envoyé par le neurone. Donc maintenant, on va augmenter la concentration en glucose dans le bain. Et on va voir si cette cellule elle répond à cette augmentation de la concentration en glucose. Et comme on peut voir ici, cette cellule, en réponse à l'augmentation de la concentration en glucose, a une activité électrique qui est augmentée. Il y a plus de potentiel d'action qu'on pouvait le voir ici avant l'augmentation de la concentration en glucose. Ici, le signal est celui d'une seule cellule. Dans le cerveau, les neurones sont tous connectés les uns aux autres. Les scientifiques suspectent donc le glucose d'avoir la capacité de modifier l'activité de zones cérébrales entières, celles qui contrôlent les émotions, le plaisir. Est-ce ainsi que le sucre assure son emprise sur notre volonté? Ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Mais l'addiction, la dépendance au sucre, fait aujourd'hui l'objet d'une recherche intense dans les laboratoires. Et ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est que le pouvoir du sucre s'apparente à celui d'une drogue. Serge Ahmed a été un des premiers à en apporter la preuve avec une expérience très simple. Il a d'abord élevé des rats en leur donnant de la cocaïne et du sucre. Puis, après des semaines de ce double régime, il a confronté les animaux à un choix. Donc là, nous avons la situation dans laquelle l'animal a le choix entre un levier qui est connecté à une seringue qui contient une drogue en solution, et donc la drogue en question, c'est une drogue dure, comme de la cocaïne et l'héroïne, et à gauche, un levier qui lui permet de contrôler une autre seringue qui contient une boisson sucrée. Et là, on voit que l'animal fait le choix de la boisson sucrée. Les rats se tournent 4 fois plus souvent vers l'eau sucrée que vers la drogue. Pas d'overdose avec le glucose, mais l'envie irrépressible est bien là. Donc cette expérience, très simplement, démontre que le sucre a un potentiel addictif plus important que nous l'avions imaginé jusqu'à présent, et peut-être même plus important que celui de drogues dures, comme la cocaïne et l'héroïne.
Aujourd'hui, on vit dans un environnement alimentaire qui est un peu devenu fou, dans lequel on va retrouver du sucre dans tout un tas d'aliments. Donc bien sûr dans des aliments dans lesquels on s'y attend, comme par exemple les boissons sucrées. Mais on va retrouver également du sucre dans des aliments qui n'ont pas vocation à être sucrés, comme par exemple le jambon ou la soupe, et on pourrait citer d'autres exemples. Et rajouter du sucre dans ces aliments-là va justement contribuer au fait qu'on va rendre des gens accros à leur insu. Alors, sommes-nous vraiment tous drogués à la barre chocolatée et au sucre, dissimulé dans la plupart des produits de supermarché? Son pouvoir addictif si puissant chez le rat l'est-il tout autant chez l'homme? L'influence de la nourriture sucrée sur le cerveau humain est justement à l'étude ici, à l'Institut de recherche de l'Oregon. What this program of research has revealed is that habitual consumption of energy-dense food alters your neural circuitry in exactly the same way of consumption of drugs of abuse. Eric Stice a recruté une centaine d'étudiants dont la moitié avait l'habitude de s'empiffrer de crème glacée, tandis que l'autre n'en mangeait jamais. Tous sont venus au laboratoire pour siroter un milkshake à l'intérieur d'une machine IRM et livrer le secret de leur activité cérébrale. Great, Casey. So what we're going to do today is give you chocolate milkshake and record the brain activity in your entire brain as you receive and anticipate receiving chocolate milkshake to look at the neural basis of consuming energy-dense foods. Doing okay there? All right, I'm going to move to the other room again. Okay. This is very simple. We're going to basically give you several tastes of chocolate milkshake, and all you have to do is stay very still, and after the milkshake's delivered into your mouth, wait 5 seconds and then swallow, and we'll repeat that sequence several times. Grâce à un simple tuyau, le sujet sirote le milkshake sans bouger la tête. What we found out is that the people who never eat ice cream, you could trace the reward circuitry, everything lit up just beautifully and it activated things very strongly. But in contrast, the people who ate ice cream every day showed a very diminished response. There was hardly any activation whatsoever, illustrating that regular intake of energy-dense foods really reduces the pleasure you experience when you consume those foods. Le circuit de la récompense est une région cérébrale qui contrôle la sensation de plaisir. Elle est particulièrement sensible à la consommation de sucre. Mais trop en manger finit par atténuer sa réactivité. À dose égale, le plaisir ressenti s'en trouve réduit. What's very interesting about these findings is that people who do cocaine or other drugs of abuse on a very regular basis show a very similar pattern, that they have to escalate how much cocaine they do on a regular basis to experience the same hedonic pleasure. And that's because of this decreased response of reward circuitry when you do something that's hedonically pleasurable too much. Autrement dit, il en faut toujours plus pour avoir sa dose. Comme chez le rat, le sucre agirait donc sur notre cerveau à la manière d'une drogue. Son pouvoir addictif est-il pour autant aussi puissant chez l'homme? La question divise encore la communauté scientifique. Mais l'expérience d'Eric Stice a révélé un autre effet plus subtil et peut-être plus pernicieux encore. Le cerveau, après un régime trop riche en sucre, devient hypersensible aux images de nourriture. The more and more you eat ice cream, the less and less the reward circuitry is recruited when you consume ice cream, but the more your reward circuitry is activated when you see cues that say you might get ice cream. So your reward circuitry fires up when you see an ice cream store as you're driving down the street, or you see a commercial for ice cream on the television, and the reward circuitry activates much more for people who eat ice cream all the time than it does for people who don't. And that prompts eating in the absence of hunger that drives obesity and weight gain.
L'influence directe de la nourriture sur notre cerveau joue donc un rôle crucial dans ce que nous choisissons de manger chaque jour. Le comportement alimentaire s'avère être un phénomène extrêmement complexe. Les enjeux de santé publique poussent les scientifiques à étudier tous les mécanismes qui président aux choix que nous faisons au quotidien. Que se passe-t-il vraiment dans le cerveau au moment de prendre un dessert plutôt qu'une entrée, un poisson plutôt qu'une viande? Qui tire vraiment les ficelles? Le laboratoire de Carlos Ribeiro est à la pointe de la recherche sur les choix alimentaires. What we really want is to find all the components, all the genes, the molecules, the neurons which direct feeding decisions. And for that we have to be able to look at very fine and small effects. La simplicité de son modèle, la mouche, permet d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles hypothèses. Pour comprendre le comportement alimentaire de la mouche, Carlos Ribeiro vient de mettre au point une machine qui permet de suivre dans les moindres détails les choix que fait l'insecte quand il passe à table. When it's touching the food, which is in the other electrode with its tongue, the proboscis, then we can measure that with the sensor here, which is the same sensor which you use on your iPad and your iPhone to detect the touch on the screen. Just that here, we don't detect the touch on the screen, but the touch of the food. And so we can really now dissect and analyze the choice of the fly, if she eats protein or sugar, but also when she's eating from the different foods, how it eats, how much it eats, how fast it eats, how often it eats, and really dissect all the details of the decisions which are controlled by the brain. Grâce à cette technique, Carlos a prouvé que ce qui oriente le choix alimentaire, ce sont d'abord les carences. Naturellement, les mouches privées de protéines préfèrent la nourriture riche en protéines. Mais en regardant de plus près, il a observé que ce n'est pas toujours le cas. Sometimes, actually, we had some flies which didn't have this strong urge to eat protein. And then we were wondering why that was the case, right? And so when we looked at, it turned out that the flies which had no craving for protein had gut microbes. And so following up on many experiments, we could show that there are two specific gut microbes which, when they are in the fly, they suppress protein for protein appetite, and therefore these two microbes have a very important influence on protein cravings in flies. Les mouches, au moment de choisir leur alimentation, sont donc influencées par les bactéries présentes dans leur intestin. Cette découverte inattendue soulève évidemment une question importante. Les bactéries de notre propre flore intestinale, ce que les scientifiques appellent le microbiote, sont elles aussi à la manœuvre dans notre cerveau? Jouent-elles un rôle dans nos préférences alimentaires? À l'université de Cork, en Irlande, John Cryan est un pionnier dans la recherche sur le microbiote. Il a réussi à prouver que chez les mammifères aussi, les bactéries de l'intestin interviennent dans certains comportements. When you take microbes from highly anxious mice and transplant them to normal anxious mice, they become much more anxious, and vice versa. That even when you take them from normal, you can normalize the stress response and the anxiety. Les scientifiques commencent même à comprendre comment ces bactéries dialoguent avec les neurones. Okay, so we take out the organs. This uncovers the vagus nerve. See here in yellow, this is the long wandering nerve that communicates with all of the organs, all the way down into our intestine. And
This is really one of the key pathways for communication between our gut and our brain. And what we've shown some years ago with our colleagues in Canada in a mouse model, that when we cut the vagus nerve, all of the effects that we've seen with a certain microbe were gone. So this tells us that the vagus is one of the key pathways of communicating from our gut all the way to our brain. We still need to figure out, well, what happens when it gets to the brain and comes to a region deep in the brainstem, and then from there, the signals get to the key circuits that underpin complex behavior like food intake. And that's something we're working on right now. L'influence des bactéries sur nos préférences alimentaires reste donc à démontrer aujourd'hui. En revanche, il est établi qu'elles agissent sur l'humeur et l'anxiété. Les scientifiques considèrent même désormais le microbiote comme une sorte d'intermédiaire, un agent de liaison entre la nourriture et notre cerveau. The main factor that influences the composition of these microbes is the food we take. Diet and the diversity of the diet is really important from the moment we're born until we die in shaping the composition of the microbes. And so we're beginning to realize the importance that what we eat has on what's in our microbes and how that's influencing what's going on in our brain. Notre bien-être dépend donc, entre autres, de celui de notre microbiote. Un bon régime pour notre humeur est un régime qui convient d'abord aux bactéries de nos intestins. Ce constat a fait naître l'idée de se servir de l'alimentation pour cajoler son cerveau et ménager sa santé mentale. Et là, c'est le fameux régime méditerranéen qui a séduit les scientifiques. The traditional Mediterranean diet is really high in a diverse range of plant foods, so lots of different leafy greens and different coloured vegetables, but also fruits, very importantly legumes, so this is your beans and lentils and chickpeas, nuts and seeds, fish, and of course olive oil. Olive oil is a very important component of the Mediterranean diet. And we think that that diversity leads to more diversity in the gut microbiota, the microbiota that live in our gut. And that diversity in the gut has been linked to good health outcomes. We ran the first study last year where we recruited 67 people with major depression. They received dietary support with a clinical dietitian. Now, over a 3-month period, this trial took place, and at the end of that, when we measured their depression again, we saw that the degree of change in their diet correlated with the degree of change in their depression. So the more they moved towards a Mediterranean diet, the more their depression improved. Mettre la cuisine au service de son cerveau est une idée qui fait son chemin. Les scientifiques explorent désormais toutes les pistes. Les épices vantées depuis des siècles par la médecine traditionnelle indienne sont désormais étudiées dans les laboratoires pour leurs vertus sur le mental. Les fruits rouges nourrissent aussi de grandes attentes. Les polyphénols qu'ils contiennent ont la capacité de revigorer les neurones sur le déclin. Ces polyphénols, en particulier ceux des fruits rouges, il se trouve que lorsqu'on les donne à des souris âgées, on a pu observer que leur déclin cognitif est amélioré. C'est-à-dire que ces animaux sont protégés vis-à-vis des troubles de la mémoire qu'ils peuvent avoir. Et ceci nous a conduit à faire un essai chez l'homme, et en l'occurrence une étude très récente qui a été menée chez plus de 200 sujets qui avaient 65 ans et plus et qui étaient sains,
mais qui ont un déclin normal, on va dire, se retrouvent protégés lorsqu'ils consomment des doses importantes de polyphénol. Les fruits rouges et les épices sont-ils les ingrédients miracles pour des neurones éternellement jeunes? Il est encore prématuré de le dire. La science commence à peine à découvrir les secrets de cette relation inattendue entre l'alimentation et le cerveau. Le menu idéal pour nos méninges reste largement un mystère aujourd'hui. Mais un régime diversifié, équilibré, qui boude la nourriture transformée, le sucre, et qui favorise les fruits et les légumes, semble à ce jour la meilleure recette pour préserver au mieux ses facultés mentales. My grandmother said, you are what you eat, so eat well. And what we're realizing now is that science is beginning to understand how true she was. And I think in the next few years we'll start to really get to a point where we can understand maybe personalised nutrition, personalised medicine, and a very clear understanding of how food interacts with the brain. Tekorten ook leiden tot minder criminaliteit in de samenleving als we daar aan zouden werken. Dat is nog te vroeg om te zeggen. We weten wel dat wanneer je investeert in gezonde voeding, dat er wel effecten op gedrag zijn. The more we overeat Snickers bars, we become hypervigilant to Snicker cues, and then we eat a lot of Snickers. And we create that monster in ourselves. So the best thing to do if you have kids is feed them healthy foods and not get them used to eating this kind of crap. I can't believe I just said crap, sorry.